La bonne odeur du papier. Ça m'avait tellement manqué. Ah, vous étiez là? J'ai une nouvelle intro. J'ai mis que un mois à mettre mon intro à jour. J'estime que ça demande des félicitations d'une part et d'autre part que vous alliez sur Utip pour me permettre de manger encore plus de galettes patates. Le lien de mon Utip il est en commentaire, je vous le dis au début de la vidéo parce que ça fonctionne mieux que quand je le fais à la fin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui c'est l'heure du point culture, je sais ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait mais que voulez-vous, j'étais un petit peu occupée à redéménager en France. Donc dans ce point culture, ça va être un tout petit peu particulier, on enlève une catégorie, on enlève la catégorie musique, puisque je vous ai déjà fait 2 vidéos à la suite sur le Hellfest et le Motocultor, donc vous avez déjà plein de recommandations de groupes. Et on en rajoute une qui est la catégorie goodies, puisque oui, je suis revenue en France du coup, et j'ai à nouveau de la place pour des goodies de la pop culture, puisque j'ai reçu ceci qui n'est autre que la Woodbox. Donc la Woodbox, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est tout simplement une sorte de box dans laquelle vous allez avoir tout un tas de goodies issus de la pop culture, donc que ça soit livres, films, séries, et c'est pour ça que je trouve que ça colle à ce point culture. Et puisque m'entendre parler seul pendant 20 minutes de livres, ça peut être rébarbatif, et ben on fait un petit unboxing au début pour vous donner envie. Donc je vais être honnête, hein, je l'ai reçu gratuitement. On sait à l'avance quelles sont les licences qu'il y aura dans la boîte et je sais qu'il y a déjà du Trône de Fer dont on va parler un tout petit peu après et du Pokémon. Donc à partir de là, je pense que cela va me plaire. Du coup, on va regarder ce qu'il y a dans celle-ci. Dans un premier temps, on a ceci qui n'est autre qu'une figurine Deadpool. Manque de peau pour moi, eh bien, je n'aime pas Deadpool. En fait, je n'aime pas les super-héros. En fait, je n'aime pas Marvel. En fait, je n'aime pas les comics. Donc si on se connaît personnellement et que tu regardes cette vidéo et que tu aimes Deadpool, je te donne cette figurine. Ensuite, nous avons ceci qui est, vous savez, les espèces de trucs anti-sueur pour les poignets, estampillés Retour vers le futur. Est-ce que je vais l'utiliser? Je ne pense pas. Est-ce que le truc a l'air de bonne qualité? Oui, quand même. Ensuite, nous avons le Pins Woodbox du mois, qui est le Pins Woodbox Fire. Donc bon, un petit pins, je sais pas si c'est censé représenter quelque chose de connu ou pas, puisque ça ne me dit rien. Ensuite, nous arrivons au t-shirt, car oui, dans la Woodbox, à chaque fois, il y a un t-shirt. Donc, pour le t-shirt de ce mois, ça part d'un bon principe, puisque c'est un t-shirt Pokémon, donc un truc que je pourrais tout à fait porter. Le problème, c'est que voici le design. Donc c'est un t-shirt femme, hein, il est en taille S, donc il est à la bonne taille. Le problème c'est qu'il est blanc et qu'en plus c'est salamèche dessus. Donc là on est dans le double non, hein, on va être honnête, on est dans le double non. Je suis désolée la Woodbox, mais autant sur le papier là ça me faisait très envie, autant bah, pour le coup c'est un petit peu le risque avec les box produits dérivés. Et enfin le dernier produit de la Woodbox qui là va me réconcilier, il s'agit d'un produit Game of Thrones. Et il s'agit d'un tote bag avec l'emblème de la maison Targaryen, le Fire and Blood. Ça par contre, direct, il part dans mon sac à main et je l'emmène puisque je suis revenue en France, du coup il n'y a plus de sacs plastiques, du coup j'utilise des tote bags et je pollue 40 000 fois moins. Ça, le tote bag, je valide. Donc voici qui clôt cet unboxing de Woodbox en intro de cette vidéo. Honnêtement, donc la Woodbox elle est vendue quelque chose comme 19,99 €, donc elle est là tous les mois. Et à chaque fois on a 4 ou 5 produits officiels de licence. Le truc c'est que comme vous le voyez, c'est quand même assez compliqué d'aimer toutes les licences. Et encore, même quand on aime les licences, bah dans le cas présent, par exemple, le t-shirt Pokémon, bah il correspond pas du tout à mes goûts. Donc à vous de voir si, lorsque vous commandez votre Woodbox, vous savez que vous aimez toutes les licences, que vous avez des goûts peut-être un tout petit peu plus élargis que les miens, ça peut valoir le coup. Donc je vous mettrai dans tous les cas les liens en commentaire. Je dois avouer que pour cette Woodbox là, effectivement, on en a pour son argent, mais après c'est plus une question d'adaptation à mes propres goûts. Je sais pas ce que vous pensez des box goodies ou des box beauté, etc. Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez déjà pris des Woodbox dans le passé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quelles étaient les licences en question, etc. Sachant que les licences, elles changent tous les mois. Et bien voici qui clôt cette première partie de la vidéo culture avec ce petit unboxing plus ou moins réussi, on va être honnête. Du coup, nous allons parler de ce que j'ai lu et de ce que j'ai regardé. Honnêtement, j'ai lu pas mal de livres depuis le dernier point culture et j'ai essayé de ne pas vous parler de tout simplement parce qu'il y en avait, il n'y avait pas grand chose à dire, c'était ni bien ni pas bien et je préfère vous parler soit des choses vraiment que je vous conseille, soit des choses que vraiment je vous déconseille. Il y a notamment La Servante écarlate de Margaret Atwood, donc je pense que je ne vous fais pas découvrir ce roman puisqu'il y a eu une adaptation en série par Amazon Prime. Donc La Servante écarlate, c'est une dystopie écrite donc par Margaret Atwood, quelque chose dans les années 70 si ma mémoire est exacte, qui se passe en
rôle dans une société totalitaire et extrêmement contrôlée par la religion, où les femmes ne sont plus que des ventres à pattes destinés à la reproduction. Le tout bien mariné dans une idéologie chrétienne extrémiste qui va bien. Donc comme beaucoup de dystopies politiques de l'époque, on voit que c'est clairement un pamphlet contre la montée des extrémistes de l'époque, mais ça reste tout à fait valide. Et c'est peut-être là où c'est le plus flippant. Donc nous suivons Offred, une servante écarlate, donc une femme qui est dédiée uniquement à se reproduire, qui est donc au service du maître de maison, donc Fred. Du coup nous suivons la vie de tous les jours de Offred, mais aussi ses réminiscences du passé, puisque c'est une femme qui a vu la société changer, qui était là avant et qui est là maintenant, ce qui permet de comprendre petit à petit comment les choses se sont passées, même si ce n'est jamais vraiment expliqué en détail. En termes de vraisemblance, etc., on ne sait pas exactement quelles ont été les étapes politiques pour en arriver à ce point. Est-ce que c'est intéressant d'un point de vue roman? Bah plutôt pas mal, oui, puisqu'il y a une alternance entre les points de vue, entre les souvenirs de Offred et sa vie de tous les jours. On apprend pas mal de choses. Par contre, je vous préviens, donc dans le livre, il y a pas mal de passages qui sont vraiment violents, très gore, très décrits. En livre, ça ne me dérange pas, mais je sais que pour cette raison, je n'irai pas regarder la série Amazon, d'autant plus que la série Amazon, a priori, est encore pire en termes de violence. Je pense que c'est un roman qui est intéressant à lire. Après, je sais qu'il y a pas mal de débats sur est-ce que c'est un roman féministe ou pas. Globalement, je pense que c'est un livre qui parle plus de la lutte des classes que du féminisme, même si évidemment les deux sont liés, hein, c'est le principe de l'intersectionnalité. Je pense que c'est un livre qui est intéressant à lire, tout comme tout un tas d'autres dystopies écrites il y a plusieurs dizaines d'années, notamment pour se rendre compte que les préoccupations qu'on avait il y a quelques dizaines d'années sont toujours d'actualité aujourd'hui, encore plus avec les lois qui sont votées en Alabama, etc. Donc je vous le conseille, il est très facile à trouver, hein. Il est sur Amazon, il coûte 5 balles, quelque chose comme ça. Donc je l'ai lu en anglais, il me semble qu'en français, Offred s'appelle De Fred, et du coup par contre je ne me prononcerai évidemment pas sur la traduction. Le deuxième roman que j'ai lu et que je souhaitais vous conseiller, c'est un roman plutôt axé young adult qui s'appelle Le garçon et la ville qui ne souriait plus de David Brie. Il s'agit là encore d'une sorte de dystopie qui se passe dans les années napoléoniennes en France et plus précisément à Paris. Donc nous sommes tombés dans une dictature où le plus important est d'être dans la norme et toute personne s'éloignant de la norme est mise au banc de la société, et notamment il y a tout un tas de personnes qui ne correspondent pas aux normes de la société, qu'elles soient normes physiques, normes mentales, etc., qui sont reléguées dans la cour des miracles à Paris. Et donc nous suivons un jeune garçon qui va se rendre compte sur certains points qu'il ne fait peut-être pas partie de la norme et qui va se lier d'amitié avec tout un tas d'autres personnes un petit peu en marge de la société à la cour des miracles. Donc on est vraiment dans un roman young adulte, donc c'est pas un roman qui est forcément très complexe. On a les méchants, la police de la norme, la société toute pourrie, machin, etc. Et on a les gens qui font pas partie de la norme mais qui sont au grand cœur, etc. Blabla. Évidemment que c'est un petit peu caricatural, cependant c'est très bien écrit. Personnellement je l'ai lu donc aux alentours de la fin du mois de mai, donc il y avait eu toute cette histoire avec Notre-Dame qui a brûlé. Moi qui étais au Japon, je voyais ça de très loin, mais en même temps j'ai apprécié lire ce roman parce que je trouvais que ça parlait de l'actualité. On parle beaucoup de Notre-Dame, on parle beaucoup de l'île de la Cité dans ce roman. Du coup l'univers est très bien mis en scène, on retrouve très vite nos marques, on sait exactement où on est, on imagine très facilement le décor. Ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est que c'est un roman qui est dédié à la jeunesse, mais qui met en scène des personnages notamment LGBT, et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est assez rare dans les romans adolescents, etc., même si ça commence à changer dernièrement. Je trouve ça super important que des personnes qui justement ne sont pas hétéros puissent avoir des sortes de rôles modèles. Je trouve que c'est particulièrement intéressant quand on grandit, et du coup c'est amené très naturellement, mais je trouve ça important parce qu'il y a une vraie problématique de représentation, mais qui ne fait pas du tout forcer, qui vient juste là naturellement. L'univers est absolument génial, le Paris napoléonien, etc. La dystopie est plutôt bien amenée. Il n'y a pas de temps mort. Après, oui, c'est un tout petit peu simpliste, etc. Mais en même temps, c'est dédié à un public qui est beaucoup plus jeune que moi. Du coup, ça ne me dérange pas. Il fait à peu près 450 pages, je crois, mais a un très bon rythme. Et du coup, je l'ai lu en, je crois, 2 ou 3 jours. Ça se lit vraiment très bien. Du coup, je vous le conseille si vous aimez Paris, si vous aimez le young adult, si vous aimez les dystopies, si vous aimez les petites lectures sans prise de tête avec une bonne morale à la fin. Eh bien, je vous conseille ce roman. Et du coup, je viens tout juste de voir que donc c'est David Brie qui est le même mec qui a écrit le bouquin qui a été le coup de cœur des Imaginales de cette année. Du coup, ça confirme bien que voilà. Ensuite, on passe au livre que je possède dans mes petites mains en termes de papier, voilà. Donc le premier livre dont je voulais vous parler, c'est ceci. Il s'agit des Immortels de Melua de Amish Tripathi,
qui est paru aux éditions Outre-Fleuve et qui est le premier tome de la trilogie de Shiva. Et celui-là, je voulais vous en parler tout simplement parce que je pense que c'est le bouquin que je vous déconseille le plus fort depuis de très nombreuses vidéos parce que globalement j'ai trouvé ça très mauvais. Je suis désolée pour l'auteur, je suis désolée pour la maison d'édition qui en plus m'a envoyé ce livre, mais j'ai vraiment trouvé ça mauvais. Donc en fait, pourtant il y avait tout pour que cela m'intéresse. En fait, il s'agit d'une épopée de fantasy basée sur le mythe de Shiva, donc c'est une relecture, réinterprétation du mythe de Shiva. Donc toute l'histoire se passe en Inde avec un vocabulaire indien et ça je trouve ça super intéressant puisque je lis beaucoup de romans de fantasy, mais souvent ce sont des romans occidentaux. La fantasy orientale, asiatique, eh bien on n'en entend pas forcément énormément parler et encore moins de la fantaisie indienne. Du coup j'étais très intéressée, d'autant que vous le savez, j'aime particulièrement les légendes indiennes, j'ai fait de la danse indienne, je regarde du Bollywood, bref, voilà. Le problème c'est que là, on est dans vraiment un bouquin d'une naïveté absolument déconcertante. C'est encore pire qu'un David Gemmell qui déciderait d'écrire pour des adolescents. On est vraiment sur Shiva, il vient de nulle part, c'est un guerrier rustre, mais il a toujours les meilleures idées, les meilleures stratégies militaires que des mecs, ça fait 200 ans. Oui, parce que bah, y a des immortels, c'est le nom de... Bien sûr, le truc était un petit peu une sorte d'état totalitaire avec plein de discrimination. Shiva, il arrive, il dit « Ouais, non, c'est pas bien, ça serait cool d'être tous égaux et qu'il n'y ait pas des castes de merde là comme ça. » Et les gens lui disent « Ouais, ok, t'es le dieu Shiva, oui, on te fait confiance, fais ce que tu veux. » La crédibilité, il y en a pas. Shiva, bah en fait, c'est un petit peu le super-héros dans le sens où Shiva, il a toujours raison, Shiva, il fait tout bien, Shiva, il est super fort, Shiva, il a plein de beaux idéaux, Shiva, il veut une meuf, il a une meuf, Shiva... Bref, non. Tu rajoutes à ça le fait que bon, pour donner un petit peu de, je sais pas, de rebellitude ou de classe au personnage de Shiva qui jusque-là est juste l'archétype de l'élu de la prophétie chiant de la fantaisie, tu rajoutes le fait qu'on met bien en avant le fait que Shiva fume de la bœuf à peu près tous les soirs de manière très soutenue. Donc effectivement, le cannabis est associé au culte de Shiva, notamment sous la forme du lassi en Inde, mais pas forcément sous la forme du je me roule en bédo et puis il y a des gens qui viennent dans ma chambre et me disent oh là là, Shiva, ta chambre elle sent vachement le cannabis. Enfin voilà, il y a des scènes, t'as l'impression de voir des parents dépassés qui disent à leur ado d'arrêter de fumer de la bœuf. Non voilà, enfin tout partait bien, sauf que l'histoire est stéréotypée, n'a aucun sens, c'est ultra naïf. Bref, je comprends que l'auteur est très probablement limité par le fait que c'est un auteur indien qui écrit sur une légende indienne, donc tu peux pas faire n'importe quoi, t'es obligé de te coller à un certain nombre de choses, mais j'aurais préféré vraiment que ça n'arrive pas. Ce que j'ai aimé par contre, c'est qu'au niveau de la traduction, il y a beaucoup de termes indiens qui sont conservés, ce qui permet quand même d'être plus dans l'univers. Je sais que ça a gêné pas mal de personnes quand j'ai lu dans les chroniques, etc. parce que c'est vrai que certains mots indiens, c'est des mots qui sont assez longs, qui sont pas forcément dans notre culture, qu'on n'a pas forcément l'habitude, mais je trouve que vraiment ça contribue à nous emmener en Inde, justement. Et ça, c'était plutôt une bonne chose, mais je crois que c'était la seule bonne chose de ce roman. Et je sais qu'il est très rare que je fasse des critiques aussi négatives, mais là vraiment, je me suis face-palme à peu près à tous les chapitres. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler et qui là est un coup de cœur, c'est Dark Run, toujours aux éditions Outre-Fleuve et c'est écrit par Mike Brooks. Dark Run, c'est un roman de science-fiction, tout simplement, et plus exactement de space opéra. Le petit bandeau qu'il y avait là disait que c'était un mélange entre Han Solo et les Gardiens de la Galaxie. Donc les Gardiens de la Galaxie, je ne sais pas ce que c'est, mais par contre Han Solo, je connais très bien. Et effectivement, pour moi, on est dans un truc à mi-chemin entre Han Solo, le vrai le bon, pas le spin-off de Disney de merde là, et Firefly. Globalement, nous suivons l'épopée d'un équipage d'un vaisseau spatial emmené par le capitaine Ichabod Drift, qui pourrait tout à fait s'appeler Han Solo, sauf qu'il a les cheveux longs et violets, ce qui généralement est plutôt une bonne chose. Et le principe de l'équipage de la Keiko, c'est que quand tu y rentres, on oublie ton passé, on ne parle pas de ton passé et tu as le droit de devenir qui tu veux. C'est aussi le cas pour le capitaine qui évidemment a un lourd passé qu'on apprendra au fur et à mesure, blablabla. Et il se trouve que cet équipage accepte une mission, la mission d'un ancien employeur de Ichabod. Et cette mission va les emmener un tout petit peu dans la galère, voilà. On est dans un bouquin qui pourrait être plutôt catalogué dans du young adult, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un bouquin ultra complexe, on n'est pas sur un fondation de Asimov avec de gros blabla ultra technique, ultra scientifique, etc. On est sur un bouquin qui est assez simple d'accès et qui repose majoritairement sur l'équipage
et sur toute la gamme de personnages de l'équipage. Donc on a Ichabod Drift, le capitaine torturé qui noie son passé dans le whisky. Nous avons Jenna, la jeune informaticienne hackeuse. Nous avons un guerrier maori. Nous avons une pilote casse-cou. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. Après oui, c'est assez facile. Oui, ils sont relativement caricaturaux sur certains points, mais est-ce que c'est réellement un problème? Bah pour moi non, j'ai vraiment apprécié ce bouquin. Je trouve qu'il est très efficace, qu'il met la pêche. Il fait 400 pages et je l'ai lu très rapidement parce qu'il n'y a pas de temps mort, parce que c'est bien fait, parce que c'est bien écrit. Je ne sais pas du tout s'il y a d'autres bouquins de prévus avec cet équipage de la Keiko, mais si c'est le cas, j'aimerais bien les retrouver avec grand plaisir. Personnellement, je me suis beaucoup attachée à Ichabod Drift, qui est un personnage un petit peu chaotique, comme peut l'être Han Solo, et vous savez que Han Solo et moi, c'est une grande histoire. Si vous voulez de la bonne SF, pas prise de tête, qui va à 100 à l'heure, que vous avez un petit kiff sur Star Wars, ou que vous avez aimé Firefly, et bah Dark Run, et bah c'est pour vous. Voici qui clôt la partie livre de cette vidéo. Nous allons maintenant parler séries, oui car j'ai regardé des séries et même d'un film. Non, 2 films. On va en parler très très vite des films. Hein. En fait, les seules fois où je regarde des films, c'est tout simplement quand je prends l'avion. Et il se trouve que j'ai un peu pris l'avion pour rentrer en France. Et j'ai regardé 3 films et aucun ne m'a réellement passionné. Donc j'ai regardé Bohemian Rhapsody, hein, qui est donc le biopic sur Queen. Alors je vous le dis déjà direct, je suis pas fan de Queen. Hein, Queen, j'en ai rien à battre. J'ai trouvé qu'il y avait des plans très intéressants d'un point de vue travelling de caméra, la beauté des plans, la composition des plans, etc. Il y a vraiment des choses qui sont très très belles. La musique de Queen, même si vraiment je suis pas une fan de Queen, ça reste très très efficace évidemment. Pas du tout, je pense que c'est très intéressant sans doute pour les fans de Queen. Est-ce que ça m'a passionné? Enfin voilà, après je vais être honnête avec vous, j'ai préféré regarder The Dirt de Motley Crue que de regarder Bohemian Rhapsody. Les images sont très belles hein, par contre, et effectivement la prestation du monsieur qui joue Freddie Mercury est très très bien. Il y a même des vidéos sur YouTube où on voit les comparaisons entre sa prestation à lui et la prestation du vrai Freddie Mercury au même concert, et on voit qu'il y a vraiment eu un très très gros travail. Je connais pas assez Queen pour juger de la véracité des trucs. Ensuite, j'ai voulu me faire très mal et je me suis infligé, ou du moins j'ai essayé de m'infliger le film avec Lady Gaga, qui s'appelle A Star is Born. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rien à foutre de Queen globalement, par contre j'aime vraiment bien Lady Gaga en temps normal, et il se trouve que j'avais entendu beaucoup de critiques dithyrambiques et très très positives sur A Star is Born. Du coup, j'ai décidé de me l'infliger dans l'avion, et bah, vu que j'emploie le terme affligé, je pense que vous vous doutez être près de mon avis. J'ai rarement vu un film aussi caricatural et gnangnan. Le truc qui mérite de finir dans Harlequin, j'ai pas compris. En gros, hein, Lady Gaga joue une chanteuse de bar qui arrive pas à trouver le succès et qui a le droit de raccrocher pour aller faire son job de merde, j'ai oublié ce qu'elle fait. Et puis là, il y a une superstar de musique folk country mes fesses, totalement bourrée, qui vient au bar, qui l'entend chanter. Oh là là, c'est trop bien. Hop, en une nuit, ça y est, ils sont amoureux et ça y est, elle devient une star. Enfin, Et après, j'ai essayé de m'infliger Aquaman en me disant, bon Sarah, t'aimes pas les super-héros mais t'aimes Jason Momoa, hein, peut-être que ça va suffire. Ah bah non, ça ne suffit pas, hein. Je comprends toujours pas comment est-ce qu'on peut regarder des films, des films comme ça. Enfin, Aquaman, je m'en suis infligé 1 heure et j'ai arrêté parce que vraiment, c'est juste pas possible. Je sais pas, je comprends rien, les films de super-héros, ça me dépasse. Par contre, j'ai quand même 2 séries dont je voulais vous parler, et plutôt en bien ce coup-ci. Donc la première, elle s'appelle White Gold et elle est disponible sur Netflix, et c'est l'histoire de Chuck Bass qui est devenu vendeur de fenêtres double vitrage, etc. etc. Ça se passe dans les années 80, et si vous connaissez un tout petit peu l'univers des commerciaux, des vendeurs de vitres, etc., vous savez que c'est un petit peu l'endroit où il y a peut-être encore, désolé s'il y en a qui vendent des fenêtres parmi mes followers, le repère des pires enfoirés possibles, puisque le but c'est quand même d'extorquer de l'argent aux gens en leur faisant payer des fenêtres dont ils n'ont pas besoin et généralement trop cher. Tu rajoutes le fait que tu es dans les années 80, tu rajoutes le côté sex, coke and rock'n'roll, et tu te retrouves avec une série qui a une BO années 80 plutôt rock, plutôt sympa, hein. Il y a même The Cure dans la BO, avec Chuck Bass qui cabotine à un niveau expert, hein. Il faut savoir que j'aime énormément Gossip Girl, que j'adore Chuck Bass et que j'adore le couple qu'il forme avec Blair, et que ça a été un petit peu la seule raison pour laquelle je me suis mise à regarder White Gold, parce que j'ai vu que c'était Chuck. Je trouve ça très
drôle, très rafraîchissant, le cabotinage est toujours aussi bon chez Chuck Bass. C'est pas forcément très gay, mais c'est pas non plus trop glauque, hein. Évidemment il lui arrive de la merde et évidemment il a pas un métier qui donne très envie et qui est très éthique, hein, voilà. Mais c'est plutôt drôle, c'est plutôt bien fait, les années 80 sont plutôt bien représentées et pourtant vous savez que je n'accroche pas à cette espèce de revival 80s, etc. parce que je considère que c'est une des pires décennies d'un point de vue mode et compagnie. Ça se passe en Angleterre, du coup ils ont tous un accent anglais mais à couper au couteau qui du coup me fait plutôt pas mal marrer. La deuxième série dont je voulais vous parler c'est tout simplement Good Omens ou De Bons Présages, donc ce n'est autre que l'adaptation en série par Amazon Prime du bouquin écrit par Terry Pratchett et Neil Gaiman. Nous suivons un ange et un démon qui essaient d'empêcher l'apocalypse et l'arrivée de l'antichrist sur Terre. Il faut savoir que c'est un bouquin qui à la base combine la force des personnages de Neil Gaiman à l'humour de Terry Pratchett. Si vous connaissez pas les deux, eh bien allez lire le Disque Mondain, allez lire du Neil Gaiman et surtout allez lire du Terry Pratchett. On est dans un humour anglais totalement stupide, totalement absurde que personnellement j'adore. Je savais que De Bons Présages n'allait pas être forcément très facile à adapter et pourtant ils ont vraiment bien fait. Je suis particulièrement fan de l'interprétation de David Tennant qui joue donc le démon Crowley. L'adaptation est vraiment fidèle à l'esprit du livre, les deux protagonistes sont absolument adorables. Il y a plein de scènes qui sont juste à mourir de rire. Donc vraiment allez le regarder, je crois qu'il y a que 6 ou 7 épisodes, enfin c'est vraiment assez rapide et ça vaut vraiment le coup. Ça m'a totalement réconcilié avec les séries, j'ai été super contente de regarder celle-ci et ça m'a juste donné envie d'une chose, d'aller relire tous mes disques mondes, sauf qu'il y a genre 35 tomes. Et enfin, évidemment, je devais vous en parler, la meilleure série de ces derniers mois, Tchernobyl. En gros, hein, je dois être une des seules qui, lorsqu'elle reçoit un courrier officiel lui disant d'aller chercher des pilules d'iode à la pharmacie, oui parce que ici j'habite pas loin d'une centrale nucléaire, et trop contente et trouve ça trop cool. J'adore les accidents nucléaires, enfin pas forcément sur moi mais j'adore lire etc. dessus. Et du coup j'ai regardé la série de Tchernobyl de HBO avec beaucoup d'espoir et ils n'ont pas été déçus. La seule chose sur laquelle j'ai été déçue c'est que c'est trop court, il y a genre que 6 épisodes. La série Tchernobyl de HBO donc commence directement au moment où il y a l'explosion. Nous allons suivre toutes les équipes qui vont se relayer etc. pour d'une part comprendre ce qu'il s'est passé et d'autre part enrayer le danger. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, chaque épisode s'accompagne d'un podcast d'environ 1 heure qui explique toutes les sources historiques qui ont été utilisées, les arrangements qu'il y a eu avec la réalité, puisque effectivement, pour des raisons scénaristiques, etc., de fonctionnement en termes de série, il a été nécessaire parfois d'inventer des personnages, de changer l'ordre des choses, etc. Et du coup, on arrive à une série qui non seulement est très bien faite, très bien montée, très bien jouée, enfin vraiment, il n'y a rien à dire. En plus, visuellement, c'est magnifique, enfin magnifique, autant que peut l'être un truc qui se passe en URSS. Et avec une bonne montée du suspense puisque réellement on apprend ce qu'il s'est passé, toute la timeline minute par minute que lors du dernier épisode dans une mise en scène qui est vraiment bien faite. Honnêtement cela m'a fait renouer avec les séries HBO car pour moi HBO ont fait, il fut un temps, de très bonnes séries. Je veux dire ils ont fait Band of Brothers qui est une de mes séries préférées ever. Oui mes passions en série, les accidents nucléaires et les guerres. J'adore, mais depuis qu'ils ont fait les dernières saisons de Game of Thrones, je me pose des questions sur HBO. C'est à la fois extrêmement flippant, on sent qu'il y a eu énormément de travail en termes de recherche historique, etc. Les acteurs jouent vraiment très bien, donc il y en a qui ont dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas d'accent russe. C'est expliqué dans le podcast pourquoi ils ont choisi de ne pas le faire. À la base ils voulaient le faire mais ils se sont rendus compte que ça fonctionnait pas. Moi ça m'a pas trop dérangé dans le sens où tout le reste des décors etc. tout est écrit en cyrillique et tous les décors sont le plus proche possible de ce que pouvait être l'URSS à l'époque. Moi ça m'a juste motivé encore plus à aller en Ukraine à l'automne. Voilà. Bon voilà qui close cette vidéo encore beaucoup trop longue. Il faut que j'arrête de m'infliger des editings sur des rushs de plus d'1 heure. J'en ai marre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de passer sur mon YouTube, vous regardez une petite pub de 30 secondes et ça me rapportera quelques centimes qui me permettront après d'aller manger des galettes patates. Si vous avez des livres ou des séries à me conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je note à peu près tous les livres qu'on me conseille. Après évidemment, je peux pas lire plus vite que la lumière. Pour les séries, eh bien n'hésitez pas, sachez juste que globalement je suis très difficile en série. Mais si vous pensez qu'il y en a qui pourraient m'intéresser et qui sont pas trop connus, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss. Vous avez vu, j'ai une nouvelle intro.